D'abord, bonjour à tous et très heureux de pouvoir participer à ce moment trop bref avec vous dans le cadre de la campagne des élections européennes. Quelques mots sur la campagne, quelques mots peut-être sur le contexte en France et puis les enjeux du 26 mai prochain. On est maintenant quasiment à 40 jours des élections européennes. D'ailleurs, au passage, les élections européennes, on dit les élections, mais c'est une élection, c'est un jour et c'est un seul tour. J'y insiste parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des scrutins à 2 tours qu'on finit par oublier que cette élection est la dernière élection nationale à la proportionnelle à un tour. Au passage, c'est une élection à la proportionnelle, donc on n'est pas enfermé dans les dilemmes dans lesquels on est souvent enfermé avec le mécanisme du vote utile. On peut voter pour ses convictions le 26 mai prochain. Et donc s'il y a une date à faire retenir par le maximum de gens autour de nous, c'est cette date-là, c'est le dimanche 26 mai. Quelques mots sur le contexte national, parce que cette élection, elle sera évidemment marquée par la situation de la France depuis plusieurs mois maintenant. Et ce qui monte partout dans notre pays, c'est une très grande colère. C'est la colère de millions de travailleurs qui, soit en gilet jaune, soit en gilet rouge, se mobilisent partout, dans les rues, dans les ronds-points, pour dire qu'ils veulent vivre simplement de leur travail, qu'ils veulent vivre dignement, ce qui n'est pas le cas malheureusement de beaucoup de gens qui pourtant vont se lever tous les matins pour aller bosser et n'arrivent pas à remplir leur frigo. C'est la colère de millions de retraités qui ont subi coup sur coup l'augmentation de la CSG et la désindexation des retraites par rapport à l'inflation. C'est la colère aussi de millions de jeunes qui, avec notamment la réforme Parcoursup, se voient imposer la sélection à l'entrée de l'université. Donc il y a beaucoup de colère. Et une colère qui monte et s'exprime de manière ininterrompue depuis le mois d'octobre. Il y a en face de ça, ce qui n'est pas banal non plus, un gouvernement qui reste droit dans ses bottes, qui n'entend rien et qui ne comprend rien. D'ailleurs, ils ont lancé un grand débat national, drôle de grand débat national, ça avait très mal commencé. Macron avait commencé par nous envoyer à tous les Français une missive dans laquelle il nous demandait quels sont les services publics que vous voulez fermer. Il y a quelques élus dans cette salle. Je crois qu'il nous arrive assez rarement d'être confrontés à des habitants qui nous demandent de fermer des services publics. Assez rare de voir quelqu'un dire « S'il vous plaît, monsieur Chassaigne, est-ce que vous pourriez fermer ma poste? Est-ce que vous pourriez fermer ma maternité ?» En revanche, des gens qui nous demandent de rouvrir des services publics, on en voit tous les jours. Donc on ne doit pas rencontrer les mêmes que monsieur Macron. Puis, on a appris hier, vous avez vu peut-être, que dans le cadre de la restitution du grand débat national, ils n'avaient tenu compte que de la moitié de ce qui leur était remonté. Alors on a fini par comprendre une chose, c'est qu'ils ont sans doute dû perdre toutes les remontées qui leur demandaient de remettre en place l'impôt de solidarité sur la fortune. Parce qu'alors curieusement, cette revendication-là, ils disent qu'ils ne l'ont pas entendue. C'est curieux, ils ont dû les égarer. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ne tiennent pas compte de cette colère. Et pire que ça, ils commencent déjà à lancer un certain nombre de ballons d'essai qui sont très inquiétants. La ministre des Solidarités, bien mal nommée d'ailleurs, a dit qu'elle envisageait le retard de l'âge de départ à la retraite. Elle envisageait de le reporter, contre tous les engagements pris par Macron pendant la campagne des élections présidentielles. Il y a le Premier ministre qui lui a dit qu'il fallait mettre en place des contreparties aux aides sociales. Quand on sait que quand on touche les aides sociales, on n'atteint même pas le niveau du seuil de pauvreté. Ils sont en train de dire, vos aides sociales, il va falloir que vous les méritiez en donnant quelque chose en échange. Alors que dans le même temps, ils continuent à donner des aides publiques à des entreprises, des multinationales qui, elles, se gavent sans aucune espèce de contrepartie à la clé. Comme Ford, par exemple, qui a touché 50 millions d'euros d'aides publiques et qui, à Blanquefort, vire 850 salariés du jour au lendemain. Eux, on ne leur demande jamais la moindre contrepartie. Et puis, on a aussi des députés de La République En Marche qui ne manquent pas d'inspiration
et qui disent on va créer une deuxième journée de solidarité. On sait ce que c'est la journée de solidarité. C'est une journée de travail gratuit. Et ils disent que c'est pour financer la dépendance. Quand on se refait le film de ces derniers mois quand même, c'est assez extraordinaire. On a des gens qui se mobilisent pour demander à pouvoir vivre de leur travail, et la réponse à cela du gouvernement, c'est une journée de travail gratuit. Il fallait le faire quand même. Alors c'est précisément ce qu'ils sont en train de bâtir comme scénario, soi-disant, pour sortir de cette longue période de colère. Donc on est confronté à ce gouvernement-là, qui n'apporte pas la moindre inflexion à la politique d'injustice sociale qu'il mène depuis maintenant 2 ans. Et là-dessus, il y a les élections européennes. Et je voudrais simplement qu'on soit tous dans cette salle bien convaincus d'une chose, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la politique nationale et de l'autre les politiques européennes. Ce sont les mêmes politiques qui sont appliquées à Paris et qui sont appliquées à Strasbourg et à Bruxelles. Les mêmes politiques libérales. Et donc le 26 mai, c'est l'occasion de sanctionner les politiques qui sont menées en France et au Parlement européen. Parce que ce sont des politiques qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. D'ailleurs, quand on lit les traités européens, ils reposent sur 2 dogmes. Et on en sait quelque chose, nous qui avons mené beaucoup de campagnes contre ces traités européens. Parce que nous les avions lus, contrairement à d'autres. Et donc ces traités européens, ils reposent sur 2 dogmes. Le premier dogme, c'est l'austérité. C'est la règle des 3% de déficit public qu'on n'a pas le droit de dépasser, faute de quoi on s'expose à des sanctions de la Commission européenne. On sait ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire moins de dépenses publiques et moins de services publics, notamment dans nos territoires ruraux qui ont pourtant tant besoin de services publics. Et c'est comme ça qu'en 20 ans, la France a perdu la moitié de ses maternités. Et que le nombre de femmes vivant à plus de 45 minutes d'une maternité en France a doublé depuis 20 ans, à cause de ces politiques d'austérité. D'ailleurs, au passage, l'autre jour, je discutais avec une députée de La République En Marche, membre de la Commission des Finances, qui me disait, vous savez, c'est passionnant d'être membre de la Commission des Finances, notre travail, c'est de faire rentrer le budget dans le clou des 3% de déficit. Voyez l'ambition de ces gens. Voilà une ambition de civilisation, faire un budget qui rentre dans le clou des 3% de déficit public. Donc l'austérité. Et ça, c'est une logique qui est impulsée par Bruxelles, par l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Et le deuxième dogme, c'est la concurrence. La concurrence qu'ils disent libre et non faussée, et qui est gravée dans le marbre des traités européens. D'ailleurs, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est quand même fou d'avoir créé une Union européenne, ils appellent ça une union, dans laquelle on n'est pas là pour se serrer les coudes, mais dans laquelle on est là pour se tirer dans les pattes, en permanence, entre pays de l'Union européenne, entre travailleurs de l'Union européenne. Jamais on ne réfléchit à des coopérations ou des partenariats. On passe son temps à se tirer dans les pattes et à se faire la guerre. Ils appellent ça la concurrence. Eh bien ça n'est pas notre conception de l'Union européenne. Et ce que nous portons, nous, dans cette campagne, c'est qu'il est temps de rompre avec cette Union européenne-là et de construire autre chose. Parce que nous méritons mieux qu'une Union européenne qui fonctionne depuis tant d'années comme une machine à nous pourrir la vie et à provoquer de la régression sociale. Et donc c'est tout le défi des prochaines années. D'ailleurs, on le voit bien, l'Union européenne, elle est en train de craquer. Regardez ce qui se passe avec le départ de la Grande-Bretagne. Partout à l'intérieur de l'Union européenne, ce qui monte, ce sont les nationalistes. C'est-à-dire que, avec leur politique, ils ont fini par dégoûter les Européens de l'Europe. Et le seul moyen de sauver l'Europe d'une certaine manière, c'est de faire en sorte que l'Europe, elle porte non pas de la régression, mais du progrès social. Et c'est pour nous l'horizon qu'il faut fixer à l'Union européenne dans les prochaines années. Mais tout ça n'est possible qu'à une condition, c'est qu'on rompe avec ces traités européens. Et le Parti communiste, il a une spécificité dans cette campagne. C'est que nous sommes la seule force politique de gauche, j'allais presque dire la seule force politique, je vous dirai pourquoi, la seule force politique de gauche à avoir rejeté tous ces traités européens. Nous n'avons jamais expliqué qu'on ferait l'Europe sociale avec des traités européens qui disent l'inverse. On a toujours dit la vérité sur cette question-là.
On a peut-être plein de défauts au Parti communiste. Enfin, en tout cas, s'il y a bien un sujet sur lequel nous avons toujours été constants et cohérents, c'est la question européenne. Et je vois ici beaucoup de camarades qui ont sans doute mené les campagnes de Maastricht et du traité constitutionnel européen. Nous avions raison avant les autres sur cette question-là. Ça n'empêche pas que les autres ont le droit de changer d'avis. Mais en tout cas, nous avons toujours été cohérents sur ce sujet. Au passage, le Front National, qui se présente partout comme le premier opposant à l'Union européenne, il avait laissé passer l'acte unique en 1986 qui a engendré 300 directives de libéralisation. Nous, à l'époque, nous étions montés au créneau et nous avions voté contre parce que nous avions perçu l'ADN libéral de cette Europe-là. Donc nous avons cette première spécificité dans cette campagne, c'est que nous avons une position cohérente en rupture avec ces traités européens. Puis la deuxième spécificité que nous avons, et de ce point de vue, plusieurs des candidats qui sont ici en sont l'illustration, c'est que nous sommes la seule liste composée à 50% d'ouvriers et d'employés. C'est-à-dire que c'est une liste qui est à l'image de la société française. 50% d'ouvriers et d'employés, c'est la proportion qui existe dans la société française, mais qui n'existe pas du tout au Parlement européen. Au Parlement européen, aujourd'hui, vous avez sur 751 eurodéputés, 3 ouvriers. 3 ouvriers. Et nous avons décidé d'avoir en deuxième position sur notre liste Marie-Hélène Bourlard, qui est ouvrière dans le textile, et qui, si elle est élue, sera la première femme ouvrière à faire son entrée au Parlement européen. C'est-à-dire que chaque électrice, chaque électeur, avec son bulletin de vote, il a la possibilité de faire l'histoire. Pourquoi c'est important au-delà du symbole? C'est important parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, le Parlement européen, est sous la coupe des lobbies et du monde de la finance. Vous savez que le président de la Commission européenne, c'est M. Juncker, qui est l'ancien chef d'État du Luxembourg, qui n'est rien d'autre qu'un paradis fiscal. On a quand même nommé à la présidence de la Commission européenne quelqu'un qui a construit toute la législation fiscale de son pays de telle sorte qu'il en a fait un paradis fiscal. Donc il y a besoin de contrebalancer tout ça et de faire en sorte que l'Union européenne, elle soit aussi la propriété des travailleuses, des travailleurs, de ceux qui vivent de leur travail et qui ne sont pas entendus aujourd'hui à l'échelle de l'Europe. Donc, il va falloir qu'on se donne d'ici le 26 mai. Ça commence à frémir, on le voit. Donc, il faut faire en sorte que nous ayons demain des députés au Parlement européen qui portent cette voix-là, parce que cette voix, personne ne pourra l'exprimer à notre place. Donc maintenant, il faut qu'on y jette toutes nos forces et qu'on fasse en sorte que le 26 mai, nous fassions un très beau résultat. Donc bonne campagne à tous.